Bonjour, je m'appelle Michel Bierler. Cette vidéo fait partie d'une série sur l'introduction à l'optimisation. Nous allons voir sur un exemple illustratif comment modéliser un problème de transbordement en problème d'optimisation linéaire et comment le résoudre en utilisant l'algorithme du tableau du simplex. Le problème que nous allons résoudre se place dans le contexte d'amis qui partent en week-end et à leur retour, ils se doivent mutuellement de l'argent. Les données du problème sont les suivantes. Aria doit 6 francs à Monia, Aria doit 16 francs à Gabriel, Monia ne doit rien à personne, Gabriel doit 8 francs à Monia, François doit 10 francs à Aria, et François doit 16 francs à Monia. La question c'est, comment pourrons-nous rembourser tout le monde en transférant un minimum d'argent? C'est le problème d'optimisation que nous voulons résoudre. Afin de modéliser ça comme un problème de transbordement, nous devons représenter ce problème en réseau. Pour cela, nous allons associer à chaque personne impliquée dans le problème un nœud. Nous avons 4 personnes, donc 4 nœuds. M représentant Monia, F représentant François, A représentant Aria et G représentant Gabriel. Nous allons également associer un arc dans ce réseau à une transaction possible entre deux personnes. Comme Aria doit de l'argent à Monia, nous dessinons un arc reliant le nœud A et le nœud M. De la même manière, nous avons un arc reliant le nœud A au nœud G pour représenter une transaction entre Aria et Gabriel. La transaction entre Gabriel et Monia est représentée par l'arc entre le nœud G et le nœud M. Entre François et Aria, entre le nœud F et le nœud A. Et finalement, la transaction entre François et Monia est représentée par l'arc entre le nœud F et le nœud M. Nous allons maintenant associer à chaque nœud une valeur qui correspond à la somme totale que la personne doit recevoir ou qu'elle doit payer. Commençons par le nœud A, correspondant à Aria. Aria doit payer 6 francs à Monia et 16 francs à Gabriel, ce qui fait 22 francs, mais elle va recevoir 10 francs de François, ce qui fait 12. Donc au total, Aria va devoir payer 12 francs. Donc c'est quelqu'un qui va émettre de l'argent dans le système. On va dire que c'est une source. Si nous regardons maintenant Monia, le nœud M, Monia va recevoir 6 francs d'Aria, 8 francs de Gabriel et 16 francs de François. Donc elle va recevoir en tout 30 francs. Nous allons dire que Monia est un puits. Elle va attirer de l'argent. La manière de représenter cela est de l'associer à une valeur négative. Donc les nœuds qui seront associés à une valeur positive seront des sources, et la valeur va représenter la quantité d'argent qui va être injectée dans le système. Les nœuds associés à des valeurs négatives vont être des puits, et donc la valeur absolue de cette valeur va correspondre à la quantité d'argent qui va être attirée vers ce nœud-là. Pour Gabriel, nous faisons la même chose. Il va recevoir 16 francs d'Aria et payer 8 francs à Monia, donc au total, il va recevoir 8 francs. C'est donc un puits, et donc la valeur totale associée au nœud va être égale à moins 8. Et finalement, François, lui, doit payer 10 francs à Aria et 16 francs à Monia, au total 26 francs. C'est donc une source, il va injecter 26 francs dans le système. Nous pouvons noter que si nous faisons la somme de ces 4 quantités, nous obtenons 0. Effectivement, globalement, il n'y a aucun argent qui doit être injecté ou extrait du système. L'argent ne fait que circuler. Donc au total, la somme des sources et des puits, la somme de ces valeurs doit être égale à 0. Donc si nous récapitulons la modélisation de ce problème comme un problème de transbordement, nous allons associer un nœud I à une personne I, nous allons associer un arc IJ à une transaction entre une personne I et une personne J, nous allons associer un flow à chacun des arcs. Le flow XIJ va correspondre au montant qui va être payé lors de la transaction correspondante. Donc quel est le montant qui va être payé par la personne I à la personne J. Le montant associé au nœud I, la convention que nous avons utilisée tout à l'heure, c'est que s'il est positif, cela correspond au montant total qui doit être payé par la personne I. Et si elle est négative, la valeur absolue, donc moins SI, est le montant reçu par I. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, la somme pour tous les nœuds de SI est égale à 0. Le coût unitaire d'une transaction est égal à 1, ce qui veut dire que chaque fois qu'un franc est transféré d'une personne à une autre, il y a un coût de 1. Le but étant de minimiser le nombre total d'argent échangé. Le problème de transbordement demande aussi des bornes sur les flots. Nous allons mettre comme borne inférieure 0, ce qui signifie que
on ne peut pas avoir de flot négatif. Un flot négatif, c'est un flot qui traverse l'arc à contresens. Dans notre cas, nous allons devoir suivre les arcs. Et on ne met pas de borne supérieure. Nous allons maintenant traduire ce problème de transbordement en un problème d'optimisation linéaire. Donc pour cela, nous allons calculer d'abord la fonction objectif. C'est la somme de tous les flots qui traversent le réseau, c'est-à-dire les flots des 5 arcs qui constituent le réseau, XFM plus XGM plus XAM plus XFA plus XAG, étant donné que le CIJ est égal à 1, donc le coût unitaire de chacun des flots est égal à 1. Et pour chaque nœud, maintenant, nous allons devoir vérifier que la somme totale qui est perçue ou qui est payée corresponde aux données du problème. Pour cela, nous allons calculer la divergence des nœuds. La divergence d'un nœud, c'est égal à la somme de tout ce qui sort du nœud en termes de flot, moins la somme de tout ce qui rentre dans le nœud en termes de flot. Par exemple, pour le nœud M, correspondant à ammonia, il n'y a que des flots rentrants. Donc la divergence est égale à moins XFM, moins XGM, moins XAM. Et nous avons, par les données du problème, que cette somme doit être égale à moins 30. Donc ceci va garantir que Monia va bien recevoir ce qui lui est dû. La deuxième contrainte est la même pour François. Donc nous calculons la divergence du nœud F. C'est égal à tout ce qui sort moins tout ce qui rentre. Ici, il n'y a rien qui rentre, il n'y a que des arcs sortants. Donc la divergence est égale à XFM plus XFA. Et cette divergence doit être égale à 26. Pour Aria, la divergence est la somme des deux arcs qui sortent, c'est-à-dire XAM plus XAG, moins le flot qui rentre, c'est-à-dire XFA. Et cette somme doit être égale à 12, qui est l'argent que Aria doit payer. Et finalement, pour Gabriel, nous avons l'arc qui sort, c'est l'arc GM, donc XGM, moins ce qui rentre, c'est XAG. Le total doit être égal à moins 8. Et finalement, nous devons garantir que les flots sont positifs. Nous avons imposé une borne inférieure nulle à tous les flots. Nous obtenons ainsi un problème d'optimisation linéaire avec 5 variables et 4 contraintes d'égalité. Afin de résoudre ce problème en utilisant l'algorithme du tableau du simplex, nous commençons par le représenter en forme standard. Un problème en forme standard s'écrit comme la minimisation de C transposé X sous contrainte AX égale B et X plus grand ou égal à 0. Donc dans notre cas, la matrice A, c'est la matrice des coefficients des variables dans les différentes contraintes. Donc cette matrice, elle a 4 lignes correspondant aux 4 contraintes et 5 colonnes correspondant aux 5 variables. Elle est constituée de 1 et de moins 1 uniquement. Alors ça, c'est une caractéristique des matrices associées au problème de transbordement. Chaque colonne, donc chaque arc, contient un 1 et un moins 1. Effectivement, chaque arc relie un nœud origine et un nœud destination. Et chaque nœud origine est associé à un 1 et chaque nœud destination est associé à un moins 1. Nous appelons ça la matrice d'incidence du réseau. Le vecteur B est constitué des membres de droite, donc c'est les 4 valeurs que nous avons associées au nœud. Et le vecteur C, c'est le vecteur des coefficients des variables x dans la fonction objectif. Ici, tous les éléments de ce vecteur de coût sont égaux à 1. Afin de résoudre le problème avec l'algorithme du tableau du simplex à 2 phases, nous devons transformer ce problème de telle manière à ce que le vecteur B ne contienne que des éléments positifs. Pour cela, nous devons multiplier la contrainte numéro 1 et la contrainte numéro 4 par moins 1 pour changer tous les signes des valeurs associées à cette contrainte et ainsi garantir que les valeurs de B soient positives. C'est ce que nous avons dans la partie inférieure du transparent. Maintenant, la première ligne de la matrice A a été changée de signe, et la dernière également. Même chose pour le vecteur B. Nous obtenons ainsi que le vecteur B n'a que des composants positifs. Afin de résoudre la première phase du simplex et de trouver ainsi un premier tableau, une première solution admissible, nous introduisons dans le problème des variables auxiliaires. Nous les appelons x6, x7, x8, x9, étant donné que les 5 premières variables sont les variables initiales du problème. Nous ignorons pendant la phase 1 la fonction objectif que nous avions identifiée, et lors de la phase 1, l'objectif, ça va être d'éliminer les variables auxiliaires. Donc ici, la fonction objectif devient la minimisation de la somme des variables auxiliaires.
Et nous allons pouvoir maintenant facilement créer un tableau initial pour la phase 1 en choisissant comme variable en base les variables auxiliaires. Le tableau initial est donc constitué de 9 colonnes correspondant aux 5 variables du problème original plus les 4 variables auxiliaires que nous avons ajoutées. Une 10e colonne qui va contenir le membre de droite du tableau. Et nous allons construire ce tableau initial de la manière suivante. Nous allons recopier d'abord la matrice A pour les colonnes correspondantes aux variables du problème original et la partie supérieure du tableau. Nous allons écrire la matrice identité dans la partie correspondant aux variables auxiliaires. Effectivement, ces variables auxiliaires sont en base, donc les colonnes associées sont les colonnes de la matrice identité. Et nous allons recopier le vecteur B dans la partie droite du tableau. Le calcul de la dernière ligne exploite la structure spécifique de cette phase 1 du tableau du simplex. Pour la calculer, nous devons faire la somme des différentes lignes du tableau et changer le résultat de signe. Prenons comme exemple la première colonne correspondant à XFM. La somme des éléments de la colonne est égale à 2. Nous écrivons donc moins 2 dans la dernière ligne du tableau. Un autre exemple, prenons la dernière colonne du tableau correspondant au membre de droite. La somme 30 plus 26 plus 12 plus 8 est égale à 76. Nous le changeons de signe, nous avons donc moins 76 comme valeur de la dernière ligne du tableau correspondant à cette colonne. Notons que cette dernière case, la case qui est en bas à droite du tableau, contient la valeur de la fonction objectif changée de signe. Donc la valeur de la fonction objectif pour ce tableau-là, pour la phase 1, est égale à 76. Nous sommes donc prêts à commencer les itérations de l'algorithme du simplex. La première chose à faire est de consulter la dernière ligne du tableau qui contient donc, sur sa partie gauche, les coûts réduits associés aux différentes variables. Or, les coûts réduits ne sont pertinents que pour les variables hors base, qui en l'occurrence sont les variables initiales de notre problème. Nous nous intéressons aux valeurs qui sont négatives. Nous avons 3 variables qui sont associées à des coûts réduits négatifs. Donc ce sont 3 candidats pour rentrer dans la base, dans le sens où, lorsque nous allons les faire rentrer dans la base, nous allons potentiellement améliorer la valeur de la fonction objectif. Nous choisissons arbitrairement la variable la plus à gauche dans le tableau, en l'occurrence XFM. C'est XFM qui va rentrer dans la base. Afin d'établir quelle variable va sortir de la base, nous devons considérer les différentes lignes du tableau associées à des valeurs strictement positives de la colonne XFM. Nous en avons 2. Pour chacune de ces lignes, nous devons calculer la distance à la contrainte. Cette distance est calculée en divisant la valeur qui est à droite dans la dernière colonne du tableau, qui est la valeur de x, de la valeur de la variable en base, et la diviser par la composante qui se trouve dans la colonne correspondant à la variable hors base, donc la colonne XFM. Pour la première ligne, nous avons 30 divisé par 1, c'est égal à 30. Pour la deuxième ligne, nous avons 26 divisé par 1, c'est égal à 26. La plus petite de ces valeurs est 26. C'est donc la variable associée à la deuxième ligne qui va sortir de la base. C'est la variable x7. Nous avons établi ainsi la colonne du pivot, c'est XFM, c'est la colonne correspondant à XFM, et la ligne du pivot, qui est la ligne correspondant à la variable x7, qui est la deuxième ligne du tableau. Donc le résultat de la première itération va faire rentrer la variable XFM dans la base et faire sortir la variable x7 de la base. Nous voyons aussi que lors de cette itération, nous allons faire un pas de 26. C'est la valeur que nous avons calculée tout à l'heure. Et le coût réduit nous donne l'information que chaque fois qu'on fait un pas de 1, la valeur de la fonction objective va diminuer de 2, le coût réduit étant moins 2. Dès lors de cette itération, la diminution de la valeur de la fonction objective va être égale à 2 fois 26, c'est-à-dire 52. La valeur actuelle de la fonction objective est égale à 76. 76 moins 52, nous allons obtenir 24 après l'itération. Nous pouvons maintenant pivoter le tableau autour du pivot qui a été identifié et nous obtenons le tableau suivant. Nous constatons dans la case en bas à droite
que la valeur de la fonction objectif pour ce tableau est bien égale à 24, comme nous l'avions prédit tout à l'heure en regardant la valeur du coréduit et la longueur du pas. Et nous sommes prêts donc à calculer la nouvelle itération. Donc nous recommençons, nous regardons la dernière ligne du tableau. Les coréduits négatifs correspondent aux variables XAM et XAG, donc ce sont les deux candidats possibles pour rentrer dans la base. Et nous choisissons comme tout à l'heure la variable qui est la plus à gauche dans le tableau. Nous avons ainsi identifié la colonne du pivot, donc la variable qui va rentrer dans la base. Pour décider de la variable qui va sortir de la base, nous devons inspecter les lignes du tableau correspondant aux valeurs strictement positives de la colonne du pivot et calculer à nouveau le pas qui sépare chaque variable de la contrainte. Pour la première ligne, nous avons 4 divisé par 1, ça fait 4. Pour la troisième ligne, nous avons 12 divisé par 1, c'est égal à 12. Dès lors, le plus long pas que nous pouvons faire sans violer les contraintes, c'est un pas de 4. Et dans ce cas-là, c'est la première ligne du tableau qui va correspondre à la ligne du pivot. C'est la ligne qui correspond à la variable x6. La variable x6 va donc sortir de la base. Donc en résumé, cette itération va faire rentrer XAM dans la base et en faire sortir x6. Au niveau de la diminution de la fonction objectif, nous allons faire un pas de 4, comme nous l'avons calculé tout à l'heure, et les coréduits étant de moins 2, ça signifie que la réduction va être égale à 8. Comme la valeur de la fonction objectif actuelle est égale à 24, la valeur de la fonction objectif après l'itération sera égale à 24 moins 8 égale 16. Nous avons identifié la ligne du pivot et la colonne du pivot. Nous pouvons donc maintenant pivoter le tableau pour avoir le tableau suivant. Nous constatons que ce troisième tableau correspond bien à une valeur de la fonction objectif qui est égale à 16, comme nous le voyons dans la case en bas à droite. Et nous pouvons à nouveau appliquer une itération de l'algorithme du simplex. Nous inspectons la dernière ligne. Il n'y a qu'un seul coréduit qui est négatif, il correspond à la variable XAG. C'est donc la variable qui va rentrer dans la base. Nous inspectons les lignes associées aux valeurs strictement positives de la colonne du pivot. Il y en a deux, c'est la ligne 3 et la ligne 4. Et pour chacune de ces lignes, nous calculons le pas qui sépare la variable de la contrainte. Nous avons 8 divisé par 1 pour la ligne 3, 8 divisé par 1 pour la ligne 4. Donc les deux variables, potentiellement, pourraient sortir de la base. À nouveau, nous choisissons arbitrairement la ligne qui est la plus au-dessus du tableau, donc la ligne, en l'occurrence, numéro 3, qui est associée à la variable x8. Donc en résumé, cette itération de l'algorithme du simplex va faire rentrer XAG dans la base et en faire sortir x8. Nous avons identifié la ligne et la colonne du pivot, et nous sommes maintenant en mesure de pivoter le tableau. Nous pouvons prédire la réduction sur la valeur de la fonction objectif. Nous allons effectuer un pas de 8, le coréduit étant de moins 2, la diminution de la valeur de la fonction objectif va être de 16. Or, comme la valeur actuelle est 16, nous allons descendre à 0. Après pivotage, nous constatons effectivement que la valeur en bas à droite est égale à 0, donc la valeur de la fonction objectif est égale à 0. Si nous inspectons maintenant la dernière ligne du tableau, nous constatons que tous les coréduits sont plus grands ou égaux à 0. Il n'y a pas de coréduit négatif. Donc nous sommes arrivés dans un contexte où la condition suffisante d'optimalité est vérifiée, et nous avons donc une solution optimale pour notre problème d'optimisation de la phase 1. Nous pouvons regarder les valeurs des différentes variables à cette solution optimale. XFM est en base, elle correspond à la deuxième ligne du tableau, donc sa valeur est égale à 26. XGM est hors de la base, donc sa valeur est égale à 0. XAM est en base, il correspond à la première ligne du tableau, donc sa valeur est 4. XFA est hors de la base, donc sa valeur est 0. XAG est dans la base et correspond à la troisième ligne du tableau, sa valeur est donc égale à 8. X6 est hors de la base, il vaut 0. X7 est en dehors de la base, il vaut 0. De même pour X8. Et X9 est dans la base, il correspond à la quatrième ligne du tableau et il vaut 0. Donc nous constatons que les 4 variables auxiliaires, X6, X7, X8 et X9, valent 0. C'était bien le but. Effectivement, le coût optimal est égal à 0. Nous avons réussi à éliminer toutes les variables auxiliaires et nous avons donc trouvé une solution admissible pour notre problème d'optimisation, pour le problème original. Par contre, le tableau que nous avons obtenu n'est pas prêt pour être utilisé pour la phase 2. En effet, la variable x9, qui est une variable auxiliaire, est dans la base.
Or, nous ne pouvons pas garder de variable auxiliaire dans la base. Il va falloir l'en faire sortir. Pour cela, pour faire sortir la variable x9 de la base, nous devons la faire pivoter avec une variable du problème de départ qui elle, va rentrer dans la base. Malheureusement, lorsque l'on inspecte la ligne correspondant à la variable x9, nous constatons qu'il n'y a aucun candidat possible pour rentrer dans la base à la place de x9. En effet, tous les pivots potentiels sont égaux à 0. Enfin, tous les pivots potentiels pour les variables du problème original. Donc, il est impossible de faire sortir la variable x9 de la base pour la remplacer par une variable du problème original. Ce genre de situation pathologique arrive lorsque la matrice du problème de départ, la matrice A, n'est pas de rang plein. En fait, nous avons une contrainte qui est redondante. Et nous l'avons identifiée, cette contrainte redondante. C'est la contrainte correspondant à la 4e ligne du tableau. Mais si elle est redondante, il suffit de la supprimer. Donc il suffit de supprimer cette ligne-là du tableau. Elle n'amène aucune information complémentaire, elle peut être ignorée. Donc nous pouvons maintenant nettoyer le tableau en supprimant cette ligne-là et en supprimant les colonnes des correspondants variables auxiliaires, x6, x7 et x8 étant hors de la base et x9 étant maintenant éliminé après l'élimination de la contrainte redondante. Et nous obtenons ainsi le tableau initial pour la deuxième phase. Alors évidemment, ce tableau initial n'est valable que pour sa partie supérieure, pour la partie qui contient b-1 fois les colonnes de A et b-1 fois petit b. Nous devons calculer la dernière ligne du tableau avant de pouvoir commencer les itérations de l'algorithme du simplex. Alors nous connaissons déjà les coréduits associés aux variables en base, il est égal à 0. Nous devons maintenant calculer les coréduits associés aux variables hors base. Commençons par le coréduit associé à la variable xgm. Donc nous appliquons la formule du coréduit, c'est cgm moins cb transposé fois b-1 fois agm. Alors cgm c'est égal à 1, c'est le coefficient de xgm dans la fonction objectif. cb ce sont les composantes en base du vecteur de coût. Pour simplifier les calculs, nous avons recopié sur la gauche du tableau. Nous avons les variables en base sont am, fm et ag. Nous avons les coefficients correspondants du vecteur de coût qui sont tous égaux à 1. Et b-1 fois agm, ce n'est rien d'autre que la colonne du tableau. Donc nous devons simplement faire le cgm moins le produit scalaire entre la colonne du tableau et les composantes en base du vecteur de coût. En l'occurrence, nous avons 1 pour la valeur du coefficient du coût, et puis le produit scalaire, lui, est égal à 0. Nous obtenons donc 1 comme coût réduit pour xgm. Nous faisons le même calcul pour fa. Le coefficient de coût de fa est égal à 1. Et le produit scalaire entre le cb et la colonne du tableau est égal à 0. Nous obtenons à nouveau 1 comme coût réduit pour la variable xfa. Pour calculer la dernière case du tableau, donc la case en bas à droite, nous calculons la valeur de la fonction objectif changée de signe. Donc la valeur de la fonction objectif, c'est le produit scalaire entre le vecteur de coût et le vecteur des variables. Comme toutes les variables hors base sont égales à 0, il suffit de faire le produit scalaire entre les composantes en base du vecteur de coût et le vecteur xb qui se trouve dans la dernière colonne du tableau. Nous obtenons donc moins 4, moins 26, moins 8 est égal à moins 38, qui est la valeur de la fonction objectif changée de signe. Nous constatons que ce tableau est un tableau optimal. En effet, les coûts réduits, qui sont donc dans la dernière ligne, sont tous positifs. Dès lors, nous avons trouvé directement la solution optimale de notre problème. Nous constatons que cette solution est une solution entière. Ça, c'est une propriété des problèmes de transbordement. C'est lorsque les données du problème sont entières, la solution est aussi une quantité entière, sans même devoir l'imposer explicitement. Nous obtenons comme solution xfm est dans la base, il correspond à la deuxième ligne, il est égal à 26. Cela signifie que François doit donner 26 francs à Monia. xgm est hors de la base, donc il est égal à 0, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de transaction directe entre Gabriel et Monia. xam est en base, il correspond à la première ligne du tableau, sa valeur est donc égale à 4, et on interprète cela comme étant Aria donnant 4 francs à Monia. xfa est hors de la base, il vaut 0, il n'y aura donc pas de transaction entre François et Aria. Et finalement, xag est en base, il correspond à la troisième ligne du tableau, il est donc égal à 8, ce qui veut dire que Aria va donner 8 francs à Gabriel. Et nous pouvons représenter cette solution optimale en utilisant le réseau que nous avons construit tout à l'heure.
Donc nous avons un flow de 26 entre le nœud F et le nœud M, un flow de 4 entre le nœud A et le nœud M, et un flow de 8 entre le nœud A et le nœud G. Puis vous pouvez vérifier qu'effectivement les divergences des différents nœuds correspondent aux sommes que nous avions calculées initialement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour plus d'informations sur l'optimisation, nous faisons référence au livre Optimization Principles and Algorithms, publié chez EPFL Press, et au site web optimizationprinciplesalgorithm.com, où vous pourrez trouver entre autres des codes associés aux algorithmes décrits dans l'ouvrage. Au revoir.